Alors d'abord, merci, c'est un privilège de vous accueillir, monsieur Jérôme de l'Espinois. Vous avez présenté votre thèse en 2000, de la défense du sanctuaire à la projection de l'armée de terre française entre 1970 et 1996 sous la direction de Jacques Barietti. À la suite de cette thèse qui est aujourd'hui publiée, vous êtes recruté dans l'armée de l'air pour étudier l'histoire opérationnelle aérienne récente, la stratégie aérienne théorique et les concepts théoriques. Votre première affectation est au service historique de l'armée de l'air. Lors de la fusion des différents services historiques, vous êtes muté au Centre supérieur d'enseignement supérieur aérien, où vous y créez la division d'études rayonnement. Vous y occupez un temps le poste de directeur scientifique à la fonction Saint-Cyr et avant de rejoindre l'ISREM en 2013. Vous êtes aujourd'hui référent histoire de l'armée de l'air et de l'espace. Vous êtes membre de l'UMR Ciris et de l'Académie de l'air et de l'espace. Vous êtes ce que l'on appelait un auteur prolifique, ce qui va me forcer à présenter une version non exhaustive de vos publications. Vous publiez régulièrement pour différentes revues, notamment les revues Défense nationale, la revue historique des armées et la revue Stratégie. Du côté de vos ouvrages, vous avez publié un ouvrage individuel, La bataille d'Angleterre de juin à octobre 1940, et plusieurs ouvrages collaboratifs, notamment La mesure de la force, traité de stratégie et de l'école de guerre, qui part en 2023, avec Martin Motte, Georges-Henri Sautou et Olivier Sahagek. Vous êtes aussi à l'origine de Anthologie mondiale de la stratégie aérienne en 2020 et Le destin d'une aviation victorieuse en 2022. Voilà, je vous laisse la parole, c'est encore un privilège de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je suis très heureux d'être ici. Je félicite pour l'organisation de cette belle journée de recherche, pour cette assistance nombreuse. Hein. On ne voit pas souvent quand même autant d'étudiants rassemblés, même dans d'autres grandes universités parisiennes. Donc, bravo encore pour ce dynamisme. Alors, les organisateurs m'ont demandé de parler de la conflictualité aérienne, de l'évolution de la conflictualité dans le ciel. Donc c'est un grand saut chronologique après les présentations, les très belles présentations sur le XVIIe et XVIIIe siècle. Et ça rejoint un petit peu la présentation d'Adrien Chou ce matin, qui parlait bien effectivement de ce non-élargissement du champ de la guerre au point de vue propre du terme, mais il n'y a pas d'élargissement au sens de la guerre au sens propre du terme, mais il y a bien une extension géographique de la guerre. Et cette guerre, on l'a bien vu, elle se développe sur terre, elle se développe sur mer, et à partir du XXe siècle, elle se développe également dans l'air. Et puis, comme l'a dit le général Laurent, elle se développe maintenant dans l'espace extra-atmosphérique, et elle se développe même dans le cyberespace, hein, où il y a cette compétition, cet affrontement entre différentes entités politiques. Donc cette évolution, je vais analyser cette évolution cette extension de la conflictualité au ciel dans un cadre géographique, dans un nouveau cadre géographique, d'où cette citation de Julio Doué que vous devez connaître, qui est le père de la stratégie aérienne, qui publie si ce n'est le premier, le plus intéressant volume sur la stratégie aérienne en 1921, la maîtrise de l'air, et dont est issue cette citation: une nouvelle armée est née, l'armée de l'air, un nouveau champ de bataille s'est ouvert, le ciel. Hein. Et donc c'est sous ce prisme d'extension de la conflictualité à un nouveau milieu naturel que je vais organiser cet exposé avec trois petites références bibliographiques, mais le professeur Capdetré les a peut-être données ce matin. Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Il y a juste quelques éléments pour dire que cette journée de recherche s'inscrit dans un champ, dans un domaine qui est assez dynamique, qui a fait l'objet de plusieurs publications récentes, en particulier La guerre et les éléments, qui était sur les actes d'un colloque qui avait été organisé par Jean Bechler. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Bechler, qui est un académicien qui malheureusement est mort en 2022.
et qui a donc organisé ce colloque, qui est un élève de Raymond Aron, qui avait lancé cet énorme chantier sur la guerre, sur l'étude de la guerre, et qui a conduit à la publication d'une douzaine, voire 15 ouvrages chez Hermann, dont un sur les liens entre les milieux naturels et la manière de faire la guerre, et même avec les constructions politiques, puisqu'en partant du principe que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, et donc que cette guerre a abouti à des constructions politiques. Et pour lui, une des constructions politiques les plus achevées, qui reflétait bien ce lien entre le milieu naturel et la guerre, ce sont les thalassocraties. La thalassocratie athénienne, mais la thalassocratie aussi des Pays-Bas ou de l'Angleterre au XIXe siècle. Donc ces constructions politiques à partir de la mer, et puis il y a d'autres, bien sûr, constructions politiques à partir de la guerre et du milieu naturel, dans les steppes, etc. Donc il y a plein à des époques plus anciennes. Et donc c'est un premier élément. Il y a un deuxième référence également bibliographique, c'est Après la bataille, mémoire et usage des champs de bataille du XVIe siècle à nos jours. Alors qui est le lien. Ces champs de bataille, ils peuvent être soit terrestres, soit navals, soit aériens. Et donc c'est une manière d'envisager également les liens entre ce champ de bataille, c'est-à-dire le milieu naturel, et puis la guerre. Et puis une troisième sur qui dépasse un petit peu ce milieu naturel, mais qui est sur cette extension géographique de la violence, qui est abordée également par René Girard dans un livre un peu plus conceptuel. René Girard, c'est un académicien qui est mort également il y a quelques années, sur H.V. Clausewitz, dans lequel il montre que cette violence, alors c'est assez philosophique, que cette violence, elle s'étend également aux éléments naturels. Voilà, donc trois petites références bibliographiques. Mon deuxième point de l'introduction, c'est la définition de la conflictualité aérienne, la conflictualité dans le ciel. Donc par conflictualité dans le ciel, j'entends l'utilisation du milieu naturel qu'est l'atmosphère dans le cadre d'une action militaire. Cette action militaire, elle peut être soit air-air, par exemple le combat aérien, Guynemer, Fonck, Richthofen, Manock, etc. Soit le combat air-surface, le bombardement stratégique, par exemple, soit air vers d'autres milieux, et en particulier vers le milieu extra-atmosphérique. Aujourd'hui, l'air peut être utilisé pour détruire un satellite, par exemple, avec un avion qui lance un missile pour détruire un satellite. Donc cette conflictualité dans l'air, dans le ciel, c'est à la fois l'action de milieu à milieu et une action qui est intermilieu. Et puis, troisième point de mon introduction, quelques dates clés de l'évolution de cette conflictualité dans le ciel. Vous savez que les premières utilisations de moyens aériens au cours d'une bataille, c'est la bataille de Fleurus en 1794. Donc l'utilisation de ballons fixes pour espionner les mouvements des Autrichiens lors de la bataille de Fleurus. Le premier bombardement aérien, c'est l'utilisation de bombardements par les Autrichiens lors du siège de Venise en 1848. Et puis une troisième date qui est 1910, c'est la première utilisation de l'avion, donc d'un plus lourd que l'air dans une opération militaire. Alors là, les Italiens et les Français se disputent l'antériorité, puisque soit on la date du Maroc et de l'utilisation d'un avion pour opérer des bandes rebelles, et puis pour en 1910, soit en Libye,
l'utilisation de l'avion par les Italiens dans leur guerre contre l'Empire ottoman. Et enfin, une dernière date pour donner quelques repères sur l'évolution de cette conflictualité dans le ciel, c'est 1916, la bataille de Verdun, qui est la première bataille pour le contrôle du milieu aérien. On a parlé tout à l'heure du contrôle du milieu maritime, qui était une notion difficile, compte tenu de l'étendue du milieu maritime. Le milieu aérien, c'est un milieu qui est encore plus étendu. Et comme toutes les stratégies de milieu, que ce soit la stratégie aérienne, la stratégie navale ou la stratégie spatiale ou le cyberespace, la notion capitale, c'est le contrôle de ce milieu. Et donc, la première bataille qui avait pour objectif de contrôler le milieu, pas seulement de détruire des objectifs terrestres, c'est la bataille de Verdun, en février 1916, lorsque les Allemands puis les Français ont rassemblé des moyens pour détruire les moyens aériens de l'adversaire, et donc pour pouvoir ensuite utiliser le moyen aérien pour appuyer leurs propres opérations. C'est un peu la différence qu'il y a entre la bataille de la baie de Mantry, dont on vient de parler, et la bataille de la Chesapeake. La bataille de la baie de Mantry, comme il a été exposé, c'est une opération amphibie, c'est-à-dire une opération qui est menée de milieu contre un autre milieu. La bataille de la Chesapeake, en 1781, c'est une bataille qui avait pour but le contrôle du milieu maritime, et donc d'empêcher les Britanniques de débarquer des renforts pour aider Yorktown, les Britanniques qui étaient lors de la bataille de Yorktown. Donc c'est voilà quelques dates pour l'évolution de cette conflictualité. J'ai ensuite organisé mon propos en 3 points. Le premier point, c'est les caractéristiques de la conflictualité dans le ciel. Le deuxième point, c'est comme cette guerre dans le ciel, c'est une guerre de milieu. Le point cardinal, et tous ces milieux sont des milieux de transit. C'est-à-dire le milieu maritime, il est utile au milieu terrestre et à la guerre pour faire transiter des communications. D'où toute l'importance chez Corbett, qui est un stratégiste maritime de la guerre contre les convois, la guerre contre les navires qui font la liaison et qui apportent du ravitaillement ou de la logistique. Et donc le ciel, c'est également un milieu de transit. Hein. On n'habite pas dans le ciel, on n'habite pas dans la mer, on n'habite pas dans l'espace extra-atmosphérique, tout au moins d'une manière pérenne. Et donc ce sont des milieux de transit, et la forme principale de guerre dans ces milieux de transit, c'est la guerre contre ce qui passe dans ces milieux et ce qui sert à appuyer les opérations. Et donc ce qui est important dans ces formes de guerre, c'est de prendre le contrôle de milieu pour empêcher l'adversaire de mener ces opérations de transit. Et puis, un point particulier sur la guerre aérienne, c'est le rôle de la technique. Hein, l'homme ne vole pas tout seul dans le ciel, il a besoin d'un avion, d'un ballon, d'un moyen technique pour se déplacer dans le ciel. Et donc, cette évolution technique, elle a un rôle capital dans l'évolution de la conflictualité dans le ciel. Alors, rapidement, donc c'est le premier point sur les caractéristiques de la conflictualité dans le ciel. Cette conflictualité dans le ciel, elle a plusieurs caractéristiques, 2 familles de caractéristiques. La première famille de caractéristiques, elle découle déjà des caractéristiques du milieu, hein, comme la guerre navale par exemple, la guerre terrestre. Et ces caractéristiques, on va dire, du milieu, elles ont été listées dans un document qui a déjà été publié il y a une vingtaine d'années par l'armée de l'air, le concept de l'armée de l'air. Et il y en a 4, la continuité du milieu aérien, la translucidité du milieu aérien, la perméabilité du milieu aérien et la profondeur du milieu aérien. Bon, ça passe de commentaires. Peut-être la perméabilité du milieu aérien. Le milieu aérien, c'est un milieu dans lequel on se déplace rapidement. Hormis le frottement de l'air, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de cours d'eau, donc c'est un milieu qu'on peut pénétrer assez facilement. La profondeur du milieu aérien, donc je reparlerai un petit peu à la fin de cet exposé, donc c'est un milieu qui va de
de 0 jusqu'à, si on utilise la ligne de Kármán, qui est la limite entre l'atmosphère et le milieu extra-atmosphérique, ça va jusqu'à 100 km. Donc la profondeur du milieu aérien qu'on peut utiliser, et les avions, d'une manière pratique, ne vont de 0 km jusqu'à 25 km d'altitude. Le SR-71, pour les quelques passionnés, cet avion espion américain, il évolue à 25 km d'altitude. Et donc la deuxième grande famille de caractéristiques qui influencent la guerre dans le ciel, c'est les caractéristiques des avions ou des drones ou des hélicoptères ou des ballons qui s'y déplacent. Il y a 3 grandes caractéristiques qui évoluent en fonction de l'évolution technique, qui est l'ampleur du volume d'action. Ce volume d'action, c'est à la fois une distance, un rayon d'action. Ce rayon d'action, il peut être allongé grâce au ravitaillement en vol. La rapidité d'action, qui est liée donc à la vitesse de déplacement de cet avion ou de cet hélicoptère. Et donc la conjugaison de ces 2 caractéristiques, l'ampleur du volume d'action et la rapidité d'action, fait que l'avion a souvent été vu comme l'arme dominante par rapport aux armes du milieu naval ou du milieu terrestre. On peut citer Fuller, par exemple, dans son livre L'influence de l'armement sur l'histoire, dans lequel il écrit « L'arme maîtresse n'est pas obligatoirement la plus puissante, la plus précise, celle qui assène le plus de coups ou la plus facile à transporter, c'est l'arme qui, ayant la plus longue portée, peut entrer la première en action et servir de couverture aux autres armes qui peuvent alors agir selon leur qualité ou limitations respectives. D'ailleurs, plus sa précision, l'intensité de son feu, sa facilité de transport et son pouvoir destructif seront grands, plus cette arme dominera le combat. Ainsi aujourd'hui, la bombe d'avion est entre toutes les armes celle qui a, qui a la plus longue portée, en même temps qu'un immense pouvoir destructif et une grande facilité de transport, c'est elle l'arme dominante. Donc qui montre bien que les caractéristiques à la fois de cette perméabilité de l'air, la rapidité d'action des avions, le pouvoir destructeur unitaire de l'avion fait que cet avion il est capable de concentrer la plus grande puissance de feu sur un point donné d'un théâtre d'opération. Et puis deuxième citation peut-être cette fois un peu plus technique qui est due à Camille Rougeron qui est un stratège de l'entre-deux-guerres et puis des années 1950. Dans lequel il écrit « La manœuvre napoléonienne est essentiellement l'exploitation d'une supériorité de vitesse qui tenait aux premières années du XIXe siècle à une différence dans l'organisation et le ravitaillement. Jamais cette supériorité n'a été plus accusée qu'au profit de la puissance de l'air. L'avion et les troupes aéroportées sont l'antidote des armées à 400 divisions pesamment transférées d'une extrémité à l'autre d'un immense théâtre d'opération. » Donc on voit bien que l'avion, c'est l'arme grâce à la conjugaison des caractéristiques du milieu aérien et des caractéristiques du vecteur, c'est l'arme des grands espaces. Et puis il y a une troisième caractéristique qui s'ajoute, qui est celle avec un nouveau type, avec le perfectionnement technique, avec l'apparition des drones, donc des avions qui sont pilotés à distance, c'est la permanence. Et cette permanence, elle est nouvelle. Castex, qui est un stratège naval de l'entre-deux-guerres, disait que l'avion ne pouvait pas occuper, il ne pouvait pas exercer une mission fixe dans l'air, et avec le drone, donc ils sont capables de rester pour les grands drones plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans le ciel, il y a une occupation aérienne et donc il y a une permanence de l'action aérienne, et ça c'est relativement nouveau. Mon deuxième point, c'est la question de la supériorité aérienne. Cette supériorité aérienne, elle est cardinale. Il y a 3 grandes formes de guerre, 3 formes de guerre aérienne, qui sont inspirées des 3 grandes formes de guerre qui ont été décrites par Corbett pour le milieu naval et qu'on peut appliquer donc à l'air et qu'on peut appliquer également à l'espace extra-atmosphérique ou au cyberespace. Et ces 3 formes de guerre, c'est
la supériorité aérienne, c'est-à-dire la conquête du milieu, la conquête de la supériorité dans le milieu, le contrôle de ce milieu. Castex dit que c'est la pierre angulaire de la stratégie navale. Il y a la guerre contre les communications, dont j'ai parlé, puisque la mer comme l'air ou l'espace extra-atmosphérique sont des milieux de transit. Et puis, il y a la guerre contre les côtes, c'est-à-dire la guerre, c'est le bombardement des villes côtières ou des ports pour la stratégie navale, c'est l'appui aérien pour la guerre aérienne, donc 3 formes de guerre différentes. Et parmi ces 3 formes de guerre, la plus importante, et donc Castex dit que c'est la pierre angulaire de la stratégie navale, et les stratèges aériens disent que la supériorité aérienne, c'est la pierre angulaire également de la guerre aérienne, de la guerre dans le ciel. Doué, par exemple, écrit « La guerre aérienne consiste et s'accomplit dans la conquête de la maîtrise de l'air ». Alors, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs formes d'acquérir la supériorité aérienne, défensive ou offensive, sur lesquelles on pourra revenir lors des questions. Sur lequel je ne m'attarde pas. Et puis, cette supériorité aérienne, il y a différents cas d'acquisition de la supériorité aérienne. J'avais mis un petit peu ce schéma pour pouvoir étendre un petit peu cet exposé un peu historique au conflit ukrainien, par exemple, dans lequel on a des bases ukrainiennes qui sont atteignables dans la totalité par les Russes, tandis que la Russie abrite des bases qui ne sont pas atteignables par les Ukrainiens, tandis que les lignes de front sont atteignables dans tous les cas par les deux parties. Et donc, il y a 5 cas, on distingue 5 cas pour acquérir la supériorité aérienne, selon que les bases des adversaires sont atteignables ou sont sûres, et que les lignes de front sont atteignables, bien sûr. Il y a également des théoriciens de la supériorité aérienne. On a des théoriciens aériens qui ont plus insisté sur l'importance du bombardement stratégique, du bombardement dont Jean-Charles Foucrier pourrait mieux parler que moi, du bombardement des villes, du bombardement des grandes usines ou du capital économique de l'adversaire. Alors, sans rentrer dans les détails, mais pour vous donner un petit échantillon historique, il y a Lord Ashmore qui est l'artilleur qui a défendu Londres pendant la Première Guerre mondiale, Hugh Doding qui a défendu l'Angleterre pendant la bataille d'Angleterre, Leclerc Chénault que vous connaissez peut-être à cause des Tigres au volant, qui sont ces unités de volontaires américains qui ont défendu la Chine de Chiang Kai-shek contre les Japonais, et puis Karl Plott qui est moins connu, qui est un aviateur de la Première Guerre mondiale et qui lui a défendu dans une série de mémoires la supériorité de l'aviation de chasse sur l'avion de bombardement. Donc ces théoriciens ont défendu que la forme supérieure de la stratégie aérienne, de la guerre aérienne, c'était la conquête de la supériorité aérienne par rapport à d'autres stratèges qui ont plus insisté sur le bombardement stratégique ou sur l'appui aérien. Je accélère un peu pour pas trop déborder. Et donc cette guerre aérienne, c'est une guerre qui est très technique, dans laquelle l'importance de la technique est capitale. Quelques exemples d'ingénieurs, et donc l'ingénieur, le technicien, le mécanicien, il joue un rôle capital. Et souvent, le pilote de chasse forme un couple avec un binôme avec son mécanicien, puisque la performance du vecteur est aussi importante que la performance du combattant. Et donc il y a quelques grands ingénieurs qui ont joué un rôle capital dans cette évolution de la guerre dans l'air. On peut citer Louis Bechereau, que vous voyez ici avec un SPAD 7. Le SPAD 7, c'est l'avion de Guynemer. Et donc, grâce au conseil et grâce à cette collaboration entre Louis Bechereau et Guynemer, il y a eu une amélioration de cet avion au point de vue du moteur en particulier. Il y a De Voitine, qui est un ingénieur qui a mis au point le plus bel avion français lors de la campagne de 40, qui est le De Voitine 520. Le problème, c'est qu'en septembre 1939, on n'en avait aucun. Willy Messerschmitt, qui est l'ingénieur qui a mis au point le BF 109, le Messerschmitt 109, donc qui fait merveille à la fois pendant la guerre d'Espagne et puis
jusqu'en 42-43, et puis qui mettra au point le premier avion à réaction opérationnelle, le Messerschmitt 262, en 1945. Vous avez Reginald Mitchell, qui met au point ce merveilleux Spitfire qui symbolise la victoire de l'Angleterre sur la Luftwaffe en 1940. Et puis vous avez Whittle, qui est un autre savant britannique qui met au point le moteur à réaction juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc le rôle de la technique, du mécanicien, de l'ingénieur, du technicien joue un rôle particulier dans cette évolution de la guerre aérienne. Et le facteur technique joue également un rôle capital. Et ce rôle du facteur technique, il est mis en évidence par Raymond Aron dans un livre de 1952, Les guerres en chaîne, dans lequel il dit que la guerre de 1914 aurait pu rester un simple incident princier et être résolu à la même manière que d'autres incidents princiers au XVIIIe ou au XIXe siècle, et que l'extension géographique et l'amplification de cette guerre, l'amplification passionnelle, l'extension de la violence, est due principalement aux facteurs techniques. Et il parle en particulier des sous-marins qui ont cette guerre sous-marine à outrance qui a conduit à une extension géographique avec l'entrée en guerre des États-Unis. Il parle bien sûr de l'emploi des avions, il parle de l'emploi des chars, des gaz, etc. Et donc tous ces perfectionnements techniques ont abouti à une extension géographique de la guerre et à un accroissement du niveau de violence. Et aujourd'hui, on voit que cette technique, elle joue encore un rôle dans l'extension du champ de la guerre. Et je vais terminer avec deux exemples. Le premier exemple, c'est les drones que vous connaissez tous. Et donc ces drones, ils sont nés de ce perfectionnement technique et donc de l'utilisation des basses couches de l'atmosphère pour les petits drones. Alors, vous avez ici les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, mais qui montrent le rôle des drones chez les Ukrainiens, avec cette armée des drones qui permet de détruire beaucoup de matériel chez les Russes. Et puis vous avez l'évolution de ces drones au cours du conflit ukrainien, qui sont tout d'abord des drones qui jouent un rôle au tout début du conflit en repérant par exemple cette colonne qui se dirigeait vers Kiev et qui a permis de détruire cette colonne de Kiev, donc des drones qui ont joué un rôle de reconnaissance, un petit peu comme l'aviation en 1914, et puis aujourd'hui des drones qui sont de plus en plus autonomes, de plus en plus automatisés, et donc il y a une extension de cette conflictualité, de cette violence dans le conflit, grâce de cette violence aérienne dans le conflit, du fait du perfectionnement technique. Et puis, je termine pour ne pas être trop long, sur l'utilisation de la haute atmosphère. Alors ça, c'est peut-être moins public, c'est en particulier les ballons chinois. Et ces ballons chinois, ils évoluent au-dessus, ils évoluent dans la tranche qui va au-dessus de 20 km d'altitude, entre 20 et 50 km d'altitude. Enfin, pour moi, ils sont plutôt entre 20 et 30 km d'altitude. Et donc, on voit bien, à travers l'exemple de ces ballons chinois, qu'il y a une extension géographique de la violence militaire, de la conflictualité à d'autres milieux. Voilà, je ne vais pas être trop long et je termine là-dessus.